Depuis l'apparition en 1996 de son livre Abraham Hannibal, l'aïeul noir de Pouchkine, l'historien Dieudonné Niamankou est considéré comme le spécialiste des diasporas africaines en Europe. À l'occasion du colloque sur l'histoire des littératures africaines et diasporiques, tenu à Rabat le 7 mars, l'Académie royale du Maroc lui a décerné un trophée pour saluer la qualité de ses travaux et publications. Dieudonné Niamankou, bonjour et félicitations pour ce trophée en reconnaissance aux 32 années de travaux dédiés au rôle des diasporas africaines dans le rayonnement de l'Europe. Quelle est pour vous la principale leçon du colloque de Rabat? Tous les éminents chercheurs invités par l'Académie sont tombés d'accord sur le fait que le récit africain plonge ses origines dans l'histoire la plus lointaine de l'humanité. Parce que la littérature africaine a été enfermée dans un carcan lié seulement à l'histoire coloniale. Or, nous sommes tous tombés d'accord sur le fait qu'on écrit en Afrique depuis des siècles, depuis des milliers d'années. On a oublié parfois que l'Égypte faisait partie de l'Afrique et que donc l'écriture hiéroglyphique égyptienne, qui est la première écriture du monde, consacre en fait, l'entrée de l'Afrique dans la littérature entière. Et donc, nous sommes tous tombés d'accord sur ce fait. Bien sûr, il y a des corpus d'oralité partout sur le continent africain. Il est donc important de rassembler toute cette richesse intellectuelle africaine et de la mettre à la disposition du public africain et de faire connaître toutes ces écritures africaines. Et la leçon qui est conjointe à celle-là, c'est que les littératures diasporiques font aussi partie de la littérature africaine. Vous êtes un philosophe, historien, slavisant. Comment est né cet intérêt pour la culture russe et qui vous a conduit à révéler les origines africaines d'Alexandre Pouchkine? En fait, c'est Pouchkine lui-même qui a provoqué cet intérêt, c'est-à-dire que pendant mes années de lycée, j'ai eu l'opportunité de lire un livre offert par mon père, écrit par le grand historien Ibrahima Babakake, dans lequel quelques lignes avaient été consacrées au poète Pouchkine et à ses origines africaines. Donc cette information m'avait totalement surpris d'apprendre que dans la lointaine Russie, pour laquelle moi je ne pensais pas qu'il y avait des liens historiques avec l'Afrique, d'apprendre que le plus grand poète russe était d'origine africaine. C'est là que naît cet intérêt et j'ai voulu en savoir plus au fil des années. Alors même si Pouchkine chantait son bonheur d'être russe et sa seconde patrie, l'Afrique, l'histoire occidentale est jalonnée d'illustres personnages aux origines africaines, mais qui ont été tus. Pour quelles raisons, selon vous? La raison principale, de mon point de vue, c'est lié à l'histoire de la colonisation. Vous savez, pour justifier la colonisation, il a fallu déclarer que les Africains n'avaient pas de culture, n'avaient pas de littérature, n'avaient pas contribué à l'histoire mondiale. Et donc, de ce fait, il était gênant de révéler au monde et aux Européens eux-mêmes le passé glorieux de la présence des Africains dans l'histoire européenne elle-même. On a, vous voyez, en France, par exemple, un écrivain comme Alexandre Dumas est très connu, il est très populaire. Mais pendant des décennies, combien de Français savaient-ils que Dumas était d'origine africaine? Même des enseignants de littérature française en France ignoraient cela. Et donc, il y a eu des raisons nationalistes à partir du 19e siècle pour occulter justement le rôle important joué par des Africains dans l'histoire européenne. En Espagne, par exemple, le célèbre peintre du XVIIe siècle, Juan de Pareja, on lui a attribué une origine indienne, pour ne pas dire africaine. Vous voyez, donc, et puis, quand on remonte loin dans l'histoire de l'Europe et qu'on découvre qu'il y a des personnages aussi importants que des empereurs romains ou que des grands évêques à Rome qui étaient d'origine africaine, cela était devenu dérangeant de le dire parce que comment pouvait-on à la fois tenir un discours qui retirait à l'Afrique sa place dans l'histoire et en même temps reconnaître que les Africains avaient contribué à l'édification
des sociétés européennes à travers leur histoire culturelle, leur histoire artistique, leur histoire religieuse, leur histoire politique, leur histoire militaire. Dieudonné Niamankou, vos travaux ont démontré les interconnexions politiques, culturelles et économiques entre l'Afrique et le reste du monde au cours de ces derniers siècles. À l'aune de ce qui se passe aujourd'hui, quelle est votre analyse? Il se trouve que le monde évolue, l'Afrique évolue, les autres régions du monde évoluent, les sociétés évoluent. En tant qu'historien, ce que j'aurais souhaité, c'est que cette meilleure connaissance de l'Afrique, de l'histoire de l'Afrique, puisse contribuer à changer les mentalités, à changer le regard des autres peuples non africains sur les Africains. Parce que c'est une situation importante. Le regard défavorable, négatif des Européens ou des autres peuples du monde sur les Africains ne permet pas aux Africains eux-mêmes de se débarrasser de complexes d'infériorité nés de l'histoire coloniale, de cette histoire d'assujettissement dont ont été victimes les Africains. Et donc, le monde se portera mieux si la planète entière connaît mieux l'histoire de l'Afrique, connaît mieux la contribution de l'Afrique à la marche du monde, la place importante que les Africains ont occupée dans l'histoire ancienne de l'humanité, et se portera mieux aussi quand les Africains eux-mêmes auront bien compris cette place qu'ils avaient occupée dans l'histoire mondiale. De même que certains Français sont surpris lorsqu'ils visitent le château de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, dans les Yvelines, de découvrir un portrait où on le voit en métis et où ses origines africaines sont visibles. Certains sont surpris. Et donc, une meilleure connaissance de l'histoire africaine facilitera cette coexistence pacifique des peuples et de meilleures relations entre les Africains et le reste du monde. L'Union africaine a décrété que la diaspora était la sixième région. Quel rôle peut-elle jouer dans l'essor et le développement du continent? Le rôle de la diaspora dans l'essor du continent africain pourrait être majeur si les dirigeants de l'Union africaine allaient jusqu'au bout, justement, des premières déclarations qui ont été faites, effectivement, en faisant de la diaspora la sixième région. Parce qu'une population importante d'origine africaine en Amérique, en Europe et même partiellement en Asie détient des moyens financiers et moyens intellectuels, techniques, scientifiques importants, et leur apport et contribution aux différents pays africains pourrait accélérer le processus de développement des pays africains. Parce qu'au sein de ces diasporas-là, nous avons de grands savants, de grands ingénieurs, de grands intellectuels et aussi de grands financiers. Un exemple, au Ghana actuel, du fait de l'ouverture du Ghana à la diaspora africaine-américaine, un banquier originaire de Sainte-Lucie s'est installé au Ghana et a racheté pour plusieurs millions de dollars une grande banque ghanéenne, créant ainsi des emplois, investissant ainsi dans différentes activités économiques du pays. Donc, cela pourrait se démultiplier partout sur le continent africain. Vous êtes également, Dieudonné Niamankou, membre du comité de préfiguration de la cité-musée de Ouidah, où seront exposés très prochainement les 26 trésors royaux restitués par la France au Bénin en 2022. Votre pays a été précurseur de cette politique de restitution. Quel est le regard que porte l'historien que vous êtes sur ce processus de restitution? L'historien se dit que nous sommes au tout début d'un processus qui aurait dû être mis en place depuis quelques années, depuis même quelques décennies. Tout naturellement, la France, mais pas seulement la France, la plupart des pays européens qui détiennent dans leurs musées, dans leurs réserves, des œuvres d'art, des objets parfois sacrés en provenance du continent africain, auraient dû, de façon, dans le cadre des coopérations culturelles entre les pays africains et ces pays européens, auraient dû restituer à ces pays ces œuvres d'art et mettre en place des formes de coopération beaucoup plus profitables pour les parties. Parce qu'en réalité,
ces œuvres d'art, tous ces objets-là qui viennent d'Afrique appartiennent aux Africains. Et donc, la première étape aurait dû être une restitution du point de vue juridique par les États européens aux États africains de ce patrimoine-là, avec un inventaire précis. Et ensuite, en deuxième étape, ces pays, avec les pays africains et les pays européens, négocieraient effectivement ce que les pays africains souhaiteraient, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de la totalité de ces œuvres-là simultanément dans nos pays, parce qu'effectivement, nous sommes en train de construire des infrastructures, des musées pour les accueillir. Et donc, des accords de partenariat entre la France, les différents pays européens et les pays africains auraient pu permettre aux Africains, aux pays africains de jouir aussi, parce qu'il y a une dimension économique et financière. N'oublions pas, par exemple, que le musée du Louvre, dans le cadre de son partenariat avec le musée du Louvre à Abu Dhabi, a prêté quelques objets africains. Et on sait que ce contrat entre ces deux musées a concerné des sommes importantes. Vous voyez? Donc, les pays africains auraient pu bénéficier également de ce type d'accords innovants dans le partage des recettes, des revenus issus de la diffusion de ces objets dans des musées, dans des expositions. Et donc, nous attendons toujours que, en ce qui concerne les biens du Bénin en France, que l'État français fasse plus d'efforts encore et mettre à notre disposition la totalité de tous ces objets-là. Et bien sûr, les autorités béninoises ont toujours été ouvertes pour que il y ait une circulation de tous ces objets, non seulement en France, mais partout dans le monde. Et vous voyez, l'une des conséquences du retour de ces objets au Bénin a été que les Béninois sont partis massivement par centaines de milliers à la présidence de la République visiter l'exposition temporaire et s'émerveiller de la grandeur, de la grande qualité de la création artistique de nos ancêtres il y a plusieurs siècles. Nous avons fini par penser que nous n'étions pas capables de produire des œuvres d'art aussi majestueuses. Dieudonné Niamankou, je remercie. Merci, Denise Epoté.